Guerrier, bienvenue. On va parler de l'actualité du jour et des marchés qui sont en baisse. Et on voit que la Chine impacte complètement les marchés. Donc les contrats à terme sur les actions sont au plus bas. Alors que les commerçants attendent la progression du plafond de la dette à Washington. Donc là, quand on lit l'actualité, on voit que les marchés sont suspendus à ce qui se passe aux États-Unis. Vous allez voir que c'est des données chinoises qui certainement ont fait baisser les marchés aujourd'hui, bien que le plafond de la dette inquiète. Mais en tout cas, on voit que la Chine a un impact de plus en plus fort. Et j'ai l'impression même que ça s'accélère et qu'on va rapidement dépendre même, peut-être même de la Chine maintenant pour ce qui va se passer sur les marchés. Donc aussi bien sur la macroéconomie, la bourse, tout ça, mais aussi sur les cryptos. Là, on est le 31. Demain, vous allez voir que la Chine s'ouvre à la négociation sur les cryptos et donc la volatilité va revenir. Donc, vous allez voir les actions à Hong Kong qui plongent. Et c'est ça, en fait, c'est des données qui impactent. Donc là, les marchés sont en baisse. Donc, on va voir ça. Regardez, les marchés européens chutent avant le vote de la Chambre sur le plafond de la dette américaine. Et donc, on va voir ça. Donc aussi, c'est vrai que la dette américaine, le plafond, inquiète beaucoup. Donc, on va regarder tout ça. Le projet de loi sur le plafond de la dette lève un obstacle clé, déclenchant le vote final de la Chambre avant qu'il ne soit transmis au Sénat. Donc ça y est, c'est parti. Ils ont enclenché les derniers mécanismes, on va dire, pour adopter le projet de loi qui a été obtenu par Joe Biden et Kevin McCarthy. Donc on va voir ça. Le projet de loi de compromis visant à relever le plafond de la dette a passé son premier test majeur au sein de la commission des règles de la Chambre, composée de 13 membres. Donc voilà, un vote républicain clé. Excusez-moi. Le représentant Tom Massie a soutenu le projet de loi, qui avait été brièvement mis en péril plus tôt après que deux autres conservateurs ont déclaré qu'ils prévoyaient de voter contre. Donc finalement, hier, on avait une grosse pression des marchés. Les marchés étaient en baisse hier, avaient corrigé aussi hier, parce qu'il y avait deux conservateurs républicains qui voulaient s'opposer à ça. Mais aujourd'hui, il y a un autre représentant républicain qui, lui, va soutenir cet accord et le projet de loi sur la dette. Donc voilà, le Congrès est confronté à une date limite de lundi pour aborder le plafond de la dette où le gouvernement américain fera défaut. Donc normalement, le dernier jour, c'était demain, le 1er juin, mais le Trésor américain a décidé de prolonger jusqu'au 5 juin. Et en l'occurrence, ici, ce sera lundi normalement. Donc lundi 5, et ce qui leur laisse encore quelques jours avant la date finale. Et là, c'est enclenché, c'est parti pour être voté en tout cas. Il y a des conservateurs républicains qui s'opposent, mais à mon avis, ça devrait être adopté. Donc là, les marchés sont un peu en peur, observent tout ça et espèrent que ça va bien se passer par rapport au plafond de la dette là. Et normalement, ça devrait être voté. Maintenant, comme vous le savez, ça fait plus de 20 ans que les gouvernements US successifs dépensent sans compter. Donc, sur les gouvernements US, tantôt on a les républicains, tantôt on a les démocrates. Voilà, ils se passent le relais à chaque fois. Mais ce qui est sûr, c'est que l'un comme l'autre augmente le plafond de la dette tout le temps. Et là, ça a été augmenté à 78 fois depuis les années 1980 ou 60 là. Et donc, grâce à ce nouvel accord sur le plafond de la dette, les choses vont continuer, voire empirer. Vous voyez, puisqu'ils ont suspendu le plafond de la dette. Donc, plus de plafond égale plus de problèmes. C'est ce qu'il faut retenir. En gros, le fait qu'ils continuent à augmenter le plafond de la dette, ça va encore engendrer plus de problèmes. Voilà, ils vont continuer à augmenter leurs dépenses, mais ça va créer plus de... le fait que la dette augmente, c'est pas bon.
tôt ou tard, ça va faire augmenter les impôts, comme ce qui est en train de se passer en France. Ils augmentent la taxe foncière, ils augmentent les taxes, ils augmentent les impôts. Voilà, ça va faire de plus en plus mal, on va dire, à la classe moyenne, tout ça. Et engendrer bien plus de problèmes, même dans les économies respectives des États, tout ça. Donc tout ça, c'est pas bon, hein. C'est un Ponzi qui ne fait que de croître, que de grossir. Et un jour, il y aura des conséquences très graves. Le défaut ou des choses comme ça. En tout cas, ils sont en train de prolonger, en tout cas, quelque chose de mauvais, on va dire. Donc, ils vont trouver l'accord, ils vont continuer, mais c'est pas bon du tout. En tout cas, la pression s'accentue, hein, avant des données clés. Risque de chute, hein, pour l'euro face au dollar. Donc là, voilà, hein, rappelons que le dollar se renforce régulièrement ces dernières semaines en raison d'un retournement des attentes pour la prochaine réunion de la Fed. Donc la Fed avait un moment, décidé de faire une pause pour le mois prochain, là, juin. La prochaine décision, c'est les 13 et 14 juin prochains. Mais là, on constate que l'inflation, même si l'inflation descend, et on va le voir même en Europe, en France, tout ça descend, on constate que l'inflation reste collante et qu'il faut continuer à augmenter les taux pour qu'elle descende définitivement et qu'elle ne soit plus une menace, on va dire. Et là, on pense que la Fed va augmenter ses taux le mois prochain et le mois d'après, même en juillet. Mais donc, quand on augmente les taux d'intérêt, on renforce, en fait, ça renforce le dollar. C'est un phénomène qui renforce le dollar. Et aussi, le fait que le plafond de la dette va être réaugmenté, tout ça, ça alimente une force du dollar. Et donc, ça fait mal aux actions en bourse et aux cryptos, tout ça. Donc, voilà, hein, c'est comme ça. En effet, alors que les investisseurs étaient convaincus que la hausse des taux était terminée, voilà, c'est pas fini. La Fed avait envoyé des signaux en ce sens. Voilà, les chiffres de la confiance des consommateurs US largement supérieurs aux attentes publiées hier ont notamment alimenté ces spéculations. Donc en fait, vous voyez qu'ici, c'est des chiffres, la confiance des consommateurs. Donc en gros, les Américains continuent à consommer et n'ont pas peur et continuent à dépenser. Et c'est bien plus que ce qui était prévu. Donc c'est comme si les Américains ne sont pas touchés par l'inflation, les choses comme ça. Et donc, si les Américains consomment, ça réchauffe l'économie. Et donc, ça alimente l'inflation. Vous voyez? Et si l'inflation continue d'être forte et d'être alimentée, c'est pas bon pour l'économie américaine. L'inflation reste trop élevée. Et donc, les Américains, la Réserve fédérale doit refroidir et doit calmer l'ardeur des consommateurs américains. Et voilà. Donc, ils doivent continuer à augmenter les taux pour inciter les Américains à arrêter de dépenser ou même refroidir l'économie ou pour même peut-être permettre aux Américains de dépenser, mais avec des prix moins élevés. Mais en tout cas, quand les Américains dépensent, ça alimente l'inflation. Parce que ça réchauffe l'économie. Et donc, ils doivent continuer. Voilà. C'est un mal pour un bien. Ils veulent augmenter encore les taux d'intérêt pour que l'économie se refroidisse et pour que les taux ou que l'inflation soit à des niveaux, on va dire, corrects pour les consommateurs américains. Donc, c'est un vrai bourbier, hein, tout ça, là. Je ne sais pas si vous comprenez bien, mais en tout cas... voilà, c'est un combat en tout cas pour la Réserve fédérale. Et donc on notera, et justement on va venir dessus, par ailleurs que les statistiques chinoises publiées ce matin se sont relevées décevantes, ce qui pèse sur l'euro. Donc vous voyez que maintenant, j'ai envie de dire à partir de maintenant, mais de plus en plus, les statistiques et les données chinoises vont impacter de plus en plus l'économie, enfin les marchés. Les marchés même américaines et européennes. Parce que la Chine est en train de prendre de plus en plus de poids. Et on va aller dessus justement là. Juste avant, on voit que voilà, hein, l'inflation quand même continue de descendre. L'inflation continue de ralentir. Par exemple en France, elle s'établit à 5,1% en mai. Contre 5,9%. Et le consensus qui tablait sur un 5,5%. Donc l'inflation, surprise en France. Bon, en vrai là, vous avez 5,1%. On est à bien plus, hein. Si on regarde dans les détails, c'est l'INSEE qui publie ces statistiques. On est à bien plus, mais bon, dans les chiffres réels,
Maintenant, on est descendu à 5,1 alors qu'on s'attendait 5,5. Donc, l'inflation descend bien plus que prévu. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, on va bientôt pouvoir reconsommer de la viande et des tomates. Merci, Manu. Donc, ça, c'est une blague ironique. En gros, les consommateurs, eux, continuent à consommer malgré les taux, malgré l'inflation aussi élevée. Et donc, là, c'est ce qu'on voit surtout aux États-Unis, mais même en Europe. Les gens ne font pas attention à l'inflation ou des choses comme ça. Et ils perdent de l'argent. Ils cherchent à avoir une augmentation. Enfin, les travailleurs, les gens en France, les consommateurs, travaillent et cherchent à travailler de plus en plus, pensant qu'ils vont mieux s'en sortir, mais ils ne font pas attention, ils ne calculent pas trop l'inflation. Les gens sont au courant qu'il y a une inflation, voilà, qui est forte et tout, mais ne prennent pas trop ça en compte, comme quoi ça les appauvrit. Ils disent, bon, il y a une inflation, c'est vrai que les prix sont plus chers, mais bon, c'est pareil pour tout le monde. Mais ils se disent pas que c'est ça qui les rend de plus en plus pauvres. Ils n'ont pas le tilt de se poser ça comme question. Et donc, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le PBI, pardon, a lui connu une croissance. Ouais, je pense qu'il voulait dire le PIB en fait. Le PIB. Voilà. Donc le PIB français augmente même. Donc voilà. Champagne. Bon. En gros, c'est voilà, 0,2. C'est rien du tout. Mais bon, il va falloir bien plus pour que la France reparte dans un chemin de croissance. La France qui a tout délocalisé. Donc on produit plus en France. Donc voilà, on peut plus trop faire de croissance. Donc vous attendez pas à ce que le PIB de la France parte. Au contraire, la France se dégrade et les agences de notation dégradent même la France. Donc la France s'écroule, tout comme l'Europe et l'Occident va petit à petit sombrer et laisser sa place aux Asiatiques, l'Inde, la Chine, les pays d'Asie du Sud-Est, même les pays africains bientôt. Donc voilà. Voilà par rapport à tout ça. On avance. Donc bon, c'est une bonne chose. Là, on a deux Guindos de la BCE, un des membres de la Banque Centrale Européenne, qui dit que les données d'inflation aujourd'hui et hier ont été positives. Donc, c'est vrai que l'inflation en Europe semble bien corriger, semble bien descendre. Et voilà. Après, il déclare aussi que la victoire sur l'inflation n'est pas encore là, mais la trajectoire est correcte. Donc, ils sont sur la bonne trajectoire, mais ils se sont pas encore réellement débarrassés de cette inflation collante. Donc, le combat continue, on va dire, en Europe. Maintenant, on va passer justement à la Chine qui prend du poids de plus en plus. Et on a la visite d'Elon Musk au ministère chinois du commerce. Et Elon Musk qui a rencontré le ministre chinois des Affaires étrangères, King Gang. Donc ça, c'est une grosse rencontre. C'est dans le cadre pour Tesla. C'est voilà, dans le but de voir comment voilà, ils peuvent faire des affaires par rapport aux véhicules électriques, des choses comme ça. Et donc, vous voyez que la Chine est un endroit et un marché très important. Et la visite d'Elon Musk souligne l'importance de la Chine sur le marché mondial des véhicules électriques, selon les analystes. Et donc, vous voyez l'usine Tesla en Chine qui va produire peut-être les futurs Tesla aussi Model 2 ou Model C, je ne sais pas comment ça s'appellera, mais la Model 2 risque de tout exploser. C'est la petite berline citadine qui va sortir, peut-être qui va coûter dans les 25 000 $, 23 000 euros, 20 000 euros là. Et ça, je peux vous dire que, à mon avis, ça va tout exploser en Europe et dans le monde entier. Donc, on va voir ça. La Chine, donc, qui se positionne par rapport à tout ça. Elon Musk est justement l'investisseur étranger idéal de Pékin. Donc, Elon Musk, vous voyez que c'est un homme d'affaires. Il ne fait pas ses affaires qu'aux États-Unis ou en Europe. Et la Chine, c'est un gigantesque marché. La Chine qui va devenir leader sur les véhicules électriques et qui est déjà même leader avec BYD qui est le numéro 1, le leader incontesté des véhicules électriques en Chine, qui est même devant Tesla en Chine en termes de vente. Et vous avez d'autres marques chinoises. Ici, vous voyez Elon Musk. Ici, là. Je vous le mets à l'écran. Et donc,
Vous avez même Jamie Dimon, on va revenir sur Jamie Dimon, le PDG de, voilà, de JP Morgan. Mais la Chine, avec BYD, mais aussi avec NIO, avec XPeng, avec Li Auto, est en train de complètement tuer la concurrence. Il n'y a que Tesla qui tient bon. Mais tout ce qui est BMW, Mercedes, Renault, tout ça, ils sont en train de se faire dépasser et ils sont en train de prendre énormément de retard. Donc la Chine va prendre la place de l'Europe en tant que leader des véhicules. Avant, on avait l'Allemagne qui dominait complètement avec ses marques phares Audi, BM, Mercedes. Mais là, ils sont en train de prendre énormément de retard. Et la Chine, avec Tesla et les Américains, vont prendre la relève. Donc l'Allemagne qui dominait et qui était très puissant grâce à ses véhicules, est en train de se faire dépasser. Même la France avait un bon positionnement là, avec Peugeot, Renault, tout ça. Eh bien, voilà, va se faire dépasser. Parce que la technologie chinoise d'électrique est supérieure et en plus, les prix vont être inférieurs. Donc, vous voyez que ça va être compliqué vraiment pour les marques européennes de rivaliser. Tesla, lui, s'incorpore. Et Tesla est quand même en Occident le leader des véhicules électriques. Donc voilà, autre problème pour les véhicules européens, et bah, Tesla, eux, va complètement saccager Mercedes, BM, tout ça. Mercedes encore peut encore viser le marché du luxe. Voilà, des véhicules haut de gamme, de luxe et tout ça. Même Audi, enfin BMW aussi, mais bon, un peu moins. Mercedes peut encore s'en sortir. Mais on a quand même d'autres marques, hein, comme Lucid Motor, qui se positionnent sur ce marché, du luxe et tout ça. Et Lucid, voilà, hein, c'est très puissant aussi. Hein. Donc voilà, par rapport à tout ça. Et voilà, hein, Elon Musk est l'investisseur idéal. Ouais, Elon Musk, lui, qui est l'homme le plus riche du monde, enfin maintenant, en ce moment, après Bernard Arnault, mais dans un second temps, il devrait normalement hein, retrouver sa place, parce que Elon Musk a beaucoup plus d'entreprises et qui sont positionnées un peu dans ce qu'on va dire, on va dire la nouvelle ère. Voilà, hein, les véhicules électriques. Enfin, Bernard Arnault, c'est le luxe, mais voilà, c'est un marché un peu conservateur, un peu, voilà, ça concerne que les grosses fortunes. Alors qu'Elon Musk se positionne vraiment sur l'avenir avec ses entreprises spatiales, ces choses comme ça. Et normalement, il devrait voilà, retrouver son positionnement de leader et d'homme le plus riche du monde. Et justement, lui, Elon Musk investit beaucoup en Chine. Et donc pour Pékin, c'est vraiment, pour la Chine, c'est vraiment bon à prendre, et on va dire idéal pour eux. Donc voilà, par rapport à ça. Et donc, ça fait le tour hein, de l'actualité. Vous voyez, ici, on a Elon Musk. Je ne sais pas si je vais vous passer ça. Alors, voilà. Hein, la télévision chinoise hein, qui souligne l'importance, on va dire, d'avoir Elon Musk qui vient et qui s'établit. Hein, et qui va vraiment... Parce que Tesla, ça va partir de Chine, principalement. Toutes les productions, tout ça. Ils ont des usines aussi en Amérique du Nord. Mais voilà, mais en Chine, c'est la Chine qui va distribuer, on va dire, quasiment l'Occident, le monde entier un peu. Et donc voilà, un Tesla se positionne. Et là, c'est vraiment idéal hein, pour les Chinois. Là. Vous voyez les usines là qui tournent à plein régime. Donc la Chine, elle, profite clairement de ça. Et les Chinois, vraiment... parce que là, je suis en train de les observer sur tous les pans là. En fait, ils sont sur tous les fronts. C'est incroyable. Spatial, IA, blockchain, à travers Hong Kong. Enfin, c'est fou, mais voilà. En même temps qu'ils dédollarisent le monde avec les BRICS, les choses comme ça. Mais franchement, la Chine, en fait, c'est du 10 sur 10. Hein. Ce qu'ils sont en train de faire, vraiment, c'est voilà, c'est incroyable. Donc voilà. Et Jamie Dimon, le PDG de JP Morgan, lui aussi est en Chine. Et lui aussi a compris que le monde est en train de changer et que la Chine prend de plus en plus de poids. Et justement, Dimon appelle à un engagement, justement, Washington-Pékin, donc les relations américaines, sino-américaines, lors de la première visite en Chine depuis la controverse de 2021. Donc, voilà. Là, il est de retour en Chine et vous croyez-moi, hein, JP Morgan, qui est la plus grande banque au monde,
et voilà, en termes de chiffres, la plus grande banque américaine, bah voilà, il appelle à voilà, des relations voilà, entre la Chine et les États-Unis. Et il y a de quoi, hein, parce qu'il y a beaucoup de tensions entre la Chine et les États-Unis. Et justement, par un exemple là, les États-Unis accusent un avion de chasse chinois, oui, chinois, de manœuvres inutilement agressives en mer de Chine méridionale. Donc pour moi, je dirais pas que c'est inutile. Je dirais au contraire que c'est très utile, puisque les Américains cherchent à mettre leur nez en mer méridionale et à contrôler Taïwan pour voilà, avoir un poids là-bas. Vous savez que les États-Unis contrôlent un peu le Japon et la Corée du Sud financièrement pour voilà, avoir un positionnement là-bas. Et justement, la Chine va bloquer les tentatives américaines de contrôler Taïwan et lance des manœuvres militaires pour montrer, on va dire, ses muscles et dissuader les Américains d'intervenir là-bas. Et donc voilà, et ça crée beaucoup de tensions en tout cas là-bas. Mais la Chine fait bien de faire ça, hein. Donc c'est les Américains qui dénoncent ça, mais la Chine a raison voilà, de contrôler cette zone voilà, qui dans l'histoire leur appartient. Et donc voilà, hein, quand vous voyez les manœuvres militaires chinoises là, vous allez voir ici. Donc regardez, hein, ça c'est les avions chinois qui exercent des exercices militaires, tout ça là. Vous voyez ? Donc très bien pour la Chine, ils ont tout compris, hein. Et bien sûr, l'ONU, qui est une organisation contrôlée un peu par les Américains, elle cherche à mettre des poux, on va dire, voilà, et cherche à déranger un peu la Chine. L'ONU se dit préoccupée par le manque de femmes au sommet du gouvernement chinois. Donc la Chine, elle, je pense pas qu'elle fera attention à ça, puisque c'est l'Occident, hein, qui cherche à transformer un peu les femmes en hommes plutôt, et avec ce narratif que l'égalité homme-femme, les choses comme ça. Mais voilà, ça, c'est pas dans les, je pense, dans les préoccupations chinoises. Donc les femmes qui visent ce genre de poste dégagent une énergie masculine. Enfin, parce que là, à ce niveau-là, du gouvernement chinois, parce que ça, c'est des rôles qui demandent, on va dire, un leadership et, comment dire, des décisions importantes. Et un leadership et voilà, qui demande une position, on va dire, de leader. Et les femmes, normalement, de leur paraître, ne sont pas destinées à être des leaders. C'est les hommes qui doivent être des leaders. Chacun ont leur rôle dans ce monde. Et le rôle des femmes, normalement, n'est pas... après, vous me direz si vous êtes de mon avis ou pas. Mais en fait, ça demande aux femmes, pour être à ce poste, de dégager une énergie masculine. Dans le sens où elles doivent diriger et être leader. Et c'est pas, normalement, dans l'éthique des femmes, ça, dans voilà, dans leur être, on va dire. Donc, ça, c'est plutôt les hommes. Bien que des femmes peuvent être destinées à ça. Mais voilà, ce narratif-là de mettre des femmes de plus en plus, voilà. Ça, c'est qu'en Occident que vous voyez ça surtout. Et ça, c'est, voilà. En tout cas, la Chine va balayer ça. Voilà, enfin, c'est pas... Eux, ils vont pas se concentrer sur ça, j'ai envie de dire. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas que Tesla qui veut profiter de l'essor chinois. Le plus grand brasseur du Japon vise de nouveau la Chine. Donc, les brasseurs, c'est les boissons, enfin Henken, vous voyez, les entreprises de boissons alcoolisées, des choses comme ça. Et ici, on a le groupe japonais Asahi Group Holding qui prévoit de se replonger sur le marché chinois, alors qu'il cherche à relancer les investissements sur le plus grand marché de la bière au monde. Vous voyez? Donc la Chine, même dans ce marché, est leader. Vous voyez? Donc c'est incroyable. Et les Japonais ont bien compris. Et vous croyez-moi, et ça, moi, j'ai l'impression, et ça va être une très bonne nouvelle. C'est une très bonne chose que la Chine devient de plus en plus puissant, parce que j'ai l'impression que le Japon, petit à petit, quand la Chine deviendra extrêmement puissant et que les Américains auront perdu leur leadership et que le dollar sera moins puissant, j'ai l'impression que le Japon va se tourner vers l'Asie et va revenir dans son milieu. Le Japon et la Corée du Sud, qui sont totalement
posséder ou à la propriété des États-Unis parce qu'ils dépendent des Américains financièrement. Mais voilà, j'ai l'impression que la Chine récupérera et fera des alliances plus tard avec le Japon et la Corée du Sud. Et que les relations vont s'améliorer plus tard. Et que voilà, il y aura moins de tensions en Asie grâce à la Chine. Donc voilà, par rapport à ça, on a Hong Kong. On va revenir, hein, parce que vous allez voir qu'il y a des tensions justement avec la Corée du Nord face aux États-Unis. Donc Hong Kong glisse vers de nouveau plus bas en 2023. Les marchés asiatiques mitigés, alors que l'activité des usines chinoises se contracte. Donc ça, je vous ai dit en début de vidéo que les marchés avaient corrigé aussi à cause du plafond de la dette américaine, les négociations, mais aussi parce que les données chinoises sont décevantes. Donc ça, c'est du court terme. C'est vrai que les données là chinoises sont sorties ce matin et montrent des données décevantes, c'est-à-dire que les chiffres ne sont pas bonnes. Et ça, vous voyez que ça a impacté et les marchés européens et les marchés, parce que les actions européens sont en baisse à cause justement des marchés asiatiques. Et ça a impacté même un peu les marchés américains qui vont ouvrir peut-être en baisse tout à l'heure. Donc ce qui se passe en Chine impacte de plus en plus voilà, les marchés mondiaux, on va dire. Et donc les actions de Hong Kong touchent le territoire baissier, hein, alors que la dynamique de reprise de la Chine s'estompe. Donc c'est vrai que en Chine, là, la reprise n'est pas celle qu'on attendait. Surtout que la Chine a recommencé la planche à billets, tout ça. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est que du court terme. Et la Chine va peut-être même continuer à imprimer de plus en plus d'argent, d'impression monétaire, vont faire plus de quantitative easing pour vraiment lancer la dynamique de la reprise. Et j'ai envie de dire, la reprise, et peut-être que ça arrivera dès demain, hein, parce que en crypto, là, la Chine va ouvrir les négociations en crypto, et ça va peut-être stimuler les marchés asiatiques, là. Donc on va voir demain ce qui se passera par rapport à la crypto. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les marchés chinois vont repartir à la hausse avant les marchés américains. Donc, parce que la Chine, elle, a déjà vaincu l'inflation et est déjà en impression monétaire. Et donc, c'est juste que c'est décevant. On s'attendait à une meilleure reprise, mais elle est plus décevante que ce qui était prévu. Mais ce qui est sûr, c'est que les marchés et la croissance en Chine va arriver avant. Et les marchés où le bull run en Chine, sur les marchés asiatiques, tout ça, va arriver avant les marchés américains en tout cas. Ça, c'est sûr. Donc, préparez-vous à ça, hein. Il faut que vous soyez au courant par rapport à tout ça. Donc voilà, par rapport à ça. Et comme je vous l'ai rappelé là tout de suite, regardez, voilà, UOB, eux, se préparent, hein. Là, c'est en crypto, hein. Donc on va arriver là bientôt sur les cryptos là. Mais bonne nouvelle, UOB, la première plateforme de négociation d'actifs virtuels, invitée à la Hong Kong, je sais plus, ça, c'est un événement, voilà, s'engage pleinement à soutenir le développement commercial Web3 de Hong Kong. Donc voilà, UOB qui est l'équivalent de Binance, c'est la même chose, hein. Même l'interface, leur exchange, c'est du copier-coller sur Binance. Et eux, c'est une plateforme d'exchange, de négociation de crypto. Et eux, ils sont à fond maintenant sur Hong Kong. Donc ils étaient partis parce que la Chine avait fermé. Ils étaient partis en Asie du Sud-Est, je sais plus où là. Et là, ils reviennent à fond à Hong Kong, tout ça. UOB, je pense que ça appartient à Justin Sun, là, à Tron. Enfin, Tron qui a racheté UOB, ou Justin Sun qui a racheté UOB. Et ils ont racheté aussi un autre exchange, je sais plus c'est lequel. OKX, je crois que c'est OKX, hein. Je suis plus sûr, mais c'est OKX. Donc faut voir. Mais voilà. Et en tout cas, en collaboration avec les leaders du secteur, nous visons à créer l'environnement d'investissement en actifs virtuels le plus vaste et le plus sécurisé au monde. Donc voilà, UOB et son token acheté pourraient performer là dans les prochains jours là. Donc là, voilà, Hong Kong, en tout cas, côté macroéconomie et les données chinoises, les chiffres ne sont pas bonnes, mais Hong Kong va rapidement se relancer, hein. Hong Kong et la Chine, sous peu là. Et donc, côté immobilier aussi, de nouveaux signes avant-coureurs émergent pour le marché immobilier chinois. Donc les données de mai montrent que le secteur immobilier massif de la Chine, parce que la Chine, c'est un des plus gros marchés
pour l'immobilier. Hein. C'est avec les États-Unis, c'est le plus gros marché. Et je pense qu'à l'avenir, le marché immobilier chinois va être en pleine expansion, puisque la Chine va être de plus en plus riche. Voilà, la Chine domine de plus en plus le monde. Et j'ai l'impression que de plus en plus d'investisseurs et de gens vont s'intéresser à la Chine. Et je pense que l'immobilier chinois peut-être peut se relancer. Mais après, bon, la population chinoise est aussi vieillissante. Donc, faut voir. Intéressant, faudra voir, on va dire. Donc, la Chine a encore du mal à se redresser. Hein. L'immobilier chinois a du mal à se redresser malgré des signes de reprise plus tôt cette année. Donc, on voit qu'on a du mal à repartir de l'avant en Chine. Hein. Vous voyez que même dans l'immobilier, c'est pas trop ça là. Donc, les ventes de maisons neuves pour la première semaine terminée le 28 mai ont augmenté par rapport à il y a un an, tout ça. Donc, à voir. Sur le marché des résidences secondaires, l'activité se ralentit depuis avril. Voilà. Bon, même en Chine, de nouvelles données montrent que le secteur immobilier massif de la Chine a encore du mal à se redresser. Tac, tac, tac. Ouais, dans l'immobilier commercial, les prix et les transactions se sont fortement affaiblis. Donc bon, ça n'a pas repris. Même dans l'immobilier en Chine, ça n'a pas repris. Donc, pour le moment, en Chine, ça ne se passe pas trop bien. C'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est que la Chine impacte de plus en plus et que les grands investisseurs, les grandes personnalités, vous avez Elon Musk, PDG de Tesla quand même, et Jamie Dimon, PDG de JP Morgan, qui sont en Chine et qui font leurs affaires. Donc, préparez-vous. Là, en ce moment, ça se passe mal, les données sont faibles, mais c'est en Chine que ça va se relancer. Vous voyez? Donc, surveillez bien les marchés chinois. C'est là-bas que ça va se passer. Et donc, même en Chine, pour stimuler l'immobilier, plus besoin d'apport. Pour un crédit IMO, on vous paye carrément. Pour relancer le marché immobilier chinois, les agences immobilières ont discrètement eu recours à une technique très douteuse. L'achat d'une maison avec acompte négatif. Donc accrochez-vous, on vous explique. Donc le principe, l'agence immobilière propose à ses clients une propriété à 5,7 millions de yuan, donc 800K. La propriété la vendrait en fait à 5,2 millions. Vous voyez ? L'acheteur souscrit au final à un prêt bancaire de 5,7 millions et reçoit 500 000 yuan du promoteur pour une rénovation future. Donc vous voyez, bon ça, vous voyez que là, il y a des gros chiffres. Ça concerne vraiment les millionnaires, tout ça là. Mais vous voyez que les banques trichent un peu et vont même jusqu'à prêter, on va dire, pour aider, on va dire, les acquéreurs. Les promoteurs fixent donc un prix contractuel relativement élevé pour que les consommateurs puissent demander un prêt bancaire plus important. Vous voyez, cela arrive tellement souvent que les agences avertissent désormais. Les maisons sont faites pour y vivre et non pour spéculer. Donc, vous voyez, on voit que la Chine, apparemment, c'est pas trop légal. Hein. Donc, ils ont recours à tout ça. Mais les agences immobilières, là, trichent un peu, on va dire. Mais c'est pour essayer de relancer le marché d'immobilier chinois, on va dire. Donc, ils n'ont pas trop le droit. Hein. Donc, voilà tout ce narratif par rapport à la Chine. Bon, en tout cas, sur le court terme, ça ne se passe pas très bien. Les données ne sont pas bonnes. Mais sur le moyen long terme, la Chine surveille bien le marché chinois. Hein, parce que pour moi, j'ai l'impression de plus en plus que c'est là-bas que ça se passe et que ça impacte de plus en plus les marchés mondiaux. Donc, surveillez bien tout ça. Pour l'IA qui a un grand narratif en ce moment, en même temps que la Chine, l'IA présente un risque d'extinction humaine comparable à une guerre nucléaire, avertissent Sam Altman, le PDG de OpenAI, donc celui qui a créé ChatGPT, et d'autres leaders de la technologie. Donc attention à l'IA quand même, si ça va trop loin, ça pourrait même prendre la place de l'humain, tout ça là. Même Elon Musk a averti tout ça. Eric Schmidt ont mis en garde contre les risques que l'IA fait peser sur la société. Donc l'IA se développe très rapidement, mais il va falloir avoir un œil et avoir un contrôle sur cette technologie qui pourrait même dépasser, parce que l'intelligence artificielle, ça pourrait vraiment venir dépasser et prendre le contrôle même de l'humain. Et attention à ce que ça ne déborde pas. Donc il va falloir surveiller tout ça. Et regardez, moi je vous avais dit que la Chine était sur tous les fronts. Regardez Baidu.
Baidu, c'est un peu le Google de la Chine. Vous voyez, c'est la même chose. Voilà, ils ont, ça vise le marché de la publicité, tout ça. Et donc, Baidu qui va lancer un plan de 145 millions. Voilà, un fonds d'un. Donc, Baidu qui voilà, a un plan de venture capital là, qui à travers ses fonds d'investissement va lancer. Enfin, voilà, lance un fonds de capital risque, pardon, de 145 millions de dollars pour l'IA. Vous voyez? Donc, Baidu, c'est un géant chinois. Bon, pas aussi géant que Alibaba ou Tencent, mais c'est un mastodonte chinois. Et là, il lance un plan de 145 millions pour l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez que la Chine, qui est sur tous les fronts, hein, spatial, véhicules électriques, blockchain, tout ça, voilà, l'IA, ils investissent à fond sur l'IA aussi. Donc, voilà, hein. Et ça, croyez-moi, ça va alimenter les projets. Et moi, des projets comme BitTensor, par exemple, des projets crypto, vont y gagner par rapport à ça. Et même SingularityNet, tout ça. Donc, vraiment, l'IA, vraiment le futur. Hein. Vraiment, vraiment le futur. Regardez, hein, la Chine, je vous ai dit, hein, ils étaient sur l'intelligence artificielle. Et là, qu'est-ce qu'on a? Lancement réussi hein, par la Chine du vaisseau spatial habité Chengzhou 16. Et c'est un grand pas de géant hein, pour les civils dans les programmes spatials. Vous voyez? Donc, regardez, ici, vous avez les astronautes. Hein. Donc, la Chine est leader aussi hein, dans le spatial, tout ça. Partout, hein, ils sont sur tous les fronts. Incroyable. Donc, voilà, en tout cas, par rapport à tout ce narratif, on passe à d'autres actualités. Avant de passer aux crypto, on est déjà à 36 minutes. Donc, on va essayer de couper avant les 50 minutes. Donc, ça a souligné. Je couvre pas trop, hein, bien que ça avance tous les jours par rapport à... Ah, bah regardez, il y a le prêt hypothécaire là qui tombe au plus bas. Donc, on va aller immédiatement dessus. Donc, vous voyez que la hausse des taux impacte quand même les marchés. Hein. Donc, la demande de prêt hypothécaire tombe à son plus bas niveau. Hein. Ça, c'est un article qui vient de sortir. Hein. Donc, c'est en direct, en live. Je vous couvre ça en même temps. Voilà. Donc, la hausse des taux impacte les marchés et l'immobilier est en train de sombrer partout. Hein. En Europe et aux États-Unis parce qu'en ce moment même, ils sont en train d'augmenter les taux et ils continuent d'augmenter leurs taux pour refroidir l'économie et voilà, pour que l'inflation descende et que voilà, les taux et que voilà, les consommateurs américains arrêtent de consommer. Donc, ils cherchent à refroidir l'économie. Et donc, vous voyez que bah, ça marche. Hein. Finalement, les investisseurs arrêtent d'acheter et il n'y a plus de demande de prêt hypothécaire parce que les taux sont trop élevés. Et vous voyez qu'en Europe aussi, l'immobilier et en France, tout ça, l'immobilier est en train de chuter fortement. Et la Chine, elle qui a un coup d'avance, elle, normalement, elle devrait être en reprise d'achat immobilière et devrait repartir à la hausse parce qu'ils ont recommencé, ils ont baissé les taux, ils ont recommencé à imprimer de l'argent, mais justement, les données montrent que ça a du mal à reprendre, justement. Vous voyez? Et donc, voilà par rapport à tout ça, mais on revient, voilà, Moscou, je passe pas trop la guerre, tout ça, mais là, il y a des attaques contre la Russie. Donc, à Moscou, des drones ont frappé des bâtiments de Moscou. Et donc, là, ça va, la guerre là va aller un peu plus loin. Parce que là, jusqu'à maintenant, la Russie attaquait l'Ukraine ou essaie voilà, d'arrêter l'avancée, les mesures terroristes, ou on va dire, voilà, les mesures du Ukrainien qui bombardaient l'Est de l'Ukraine, tout ça. Et Moscou qui voulait prendre le contrôle voilà, de l'Ukraine pour empêcher l'expansion de l'Ukraine vers l'Est. Jusqu'à maintenant, la Russie n'était pas, on va dire, visée par des attaques. C'est eux qui attaquaient et l'Ukraine qui se défendait. Mais là, l'Ukraine, depuis peu, envoie des drones qui sont livrés par les Européens et les Occidentaux. Et là, ça, vous voyez qu'ici, là, je ne sais pas si on a les images, je vais vous les mettre, mais on voit que déjà, ils avaient visé il n'y a pas longtemps directement le Kiev, enfin le fief
de Moscou, là, et ils essaient de viser Vladimir Poutine. Mais là, on voit que à Moscou, il y a de plus en plus d'attaques de drones, vous voyez, sur le territoire. Et là, la Russie, elle, augmente ses attaques sur Kiev. Donc là, j'ai envie de dire que l'intensité est... On atteint un nouveau stade, on va dire, dans l'attaque, là, enfin, dans le conflit. Et donc là, j'ai l'impression que c'est en train d'aller de plus en plus... c'est en train de grandir, là. Enfin, l'attaque, en tout cas, où le conflit, là, est en train de grossir, on va dire. Donc si, regardez, hein, le bâtiment à Moscou, là. Donc, et la Russie, elle, ne va pas rigoler, hein. Si en plus, les Ukrainiens attaquent leur territoire, là, ils vont aller de plus en plus fort dans leurs attaques. Donc voilà par rapport à ça. Et donc, vous avez ici Shoigu, le ministre de la Défense, qui a confirmé que l'armée russe va lancer une offensive massive sur le régime terroriste de Kiev en raison de la hausse dangereuse des armements fournis par l'OTAN. Donc, vous voyez que le conflit, là, entre dans un nouveau stade. Et là, la Russie ne se cache plus, hein. Maintenant, ça y est, ça attaque frontalement la capitale de l'Ukraine, Kiev, tout ça, là. Et donc, voilà, les Américains qui voulaient ce scénario, finalement, l'obtiennent. Et donc, voilà, le livrement d'armes et l'achat d'armes aux États-Unis va grossir. Et le conflit va aller de plus en plus haut. Et l'Ukraine, à mon avis, va être complètement détruite, hein, dans ses infrastructures, tout ça. Donc, vous voyez que la Russie monte en intensité par rapport à ses frappes, tout ça. Aussi, à noter, en Corée du Sud, Séoul est en état d'alerte maximum, hein, après que la Corée du Nord a lancé des missiles, des choses comme ça. Donc, la Corée du Sud est en état d'alerte. Donc, vous voyez que les tensions sont vives, on va dire, en termes géopolitiques, là. Donc, là, on va arriver là sur les cryptos. Alors, des projets de loi ciblant les CBDC et le trafic de drogue alimentés par la cryptographie sont présentés à Washington. Donc, énorme nouvelle. Vous voyez que finalement, j'ai envie de dire, les Américains sont en train de retrouver la raison et sont en train de s'éveiller, on va dire. Et peut-être que les Américains vont finalement utiliser la cryptographie. Et donc, des projets de loi ciblant les CBDC, attention, hein, les CBDC, et je suis certain de ça, vont être pilotés par la cryptographie. Et même Ripple pourrait avoir les faveurs des Américains. Alors, attention, ça c'est une grosse nouvelle. Et les Américains pourraient vraiment se relancer sur les cryptos, le Web3 et la blockchain. Et ça serait une énorme nouvelle pour la crypto. Donc, on va lire ça de plus en plus près, mais un nouvel ensemble de facteurs cryptographiques fait ses débuts sur Hill, donc sur Washington, sur voilà, la Maison Blanche. Donc, très très bonne nouvelle tout ça. Et ça, on va suivre ça de près. Mais ça, c'est une grosse nouvelle. Et espérons que ça avance par rapport à tout ça. Mais sinon, de manière générale, les marchés corrigent. Il y a une grosse correction. Donc, qui dit correction dit achat, si vous avez bien compris, dit accumulation, tout ça. C'est le moment de recharger pour ceux qui ont des liquidités. Et donc, le Bitcoin, lui, a complètement chuté. Je crois que c'était cette nuit, hein, aux alentours des... à 6 h du matin, par là. Grosse chute. Donc, le Bitcoin était aux 27 800, proche des 28 000. Et là, il revient à 27 000 pile poil, là. Donc... grosse correction. Donc, le Bitcoin accélère sa correction, hein. Les données macro et les facteurs techniques pèsent. Donc, là, le Bitcoin accélère sa chute, alors que le dollar reste soutenu par les anticipations de nouvelles hausses de taux. Donc, le dollar se renforce et ça fait mal au Bitcoin, du coup. Le sentiment qu'on va avoir d'autres hausses de taux en juin, là, les 13 et 14 juin prochains, là, alimente le dollar et donc fragilise le Bitcoin et les actions en bourse. Aussi, vous voyez, comme je vous l'ai souligné depuis tout à l'heure, les données chinoises publiées plus tôt mercredi ont montré que le secteur manufacturier du pays s'est contracté en mai et reculant pour le deuxième mois consécutif, ce qui pèse sur le moral des investisseurs un peu partout dans le monde. Et donc, vous voyez que les données chinoises impactent même les cryptos.
Donc c'est ce sentiment-là. Et la dette et les taux d'intérêt américains pour freiner l'inflation, la dette américaine, les négociations et aussi les données chinoises qui impactent et qui font mal au marché. Et donc voilà pourquoi les cryptos, le Bitcoin et l'Ether baissent. Et là, regardez, forte correction ce matin à 6h du matin là. Ça a fait très très mal hein, ce matin. Donc vous voyez, hein, grosse chute. Vous voyez des grosses bougies rouges là, ici. Assez impactant là. Donc, Bitcoin horrible. Ne vous méprenez pas, regardez. Hein. On est aussi là sur une pente pas très bonne là. Vous voyez qu'il y a une grosse zone de résistance là qu'on n'arrive pas à passer là. Et on casse hein, le rectangle rouge là, on l'a cassé et on est allé plus bas. Donc là, à court terme, on pourrait peut-être aller un peu plus bas là. On a cassé des zones de résistance et on va aller plus bas. Et justement, cette zone de réjection là, ouais, on est sur une pente descendante et on a encore été rejeté. Donc, attendez-vous à très court terme à aller plus bas. Bien que demain, on a la Hong Kong qui ouvre ses négociations. Et on va voir si l'arrivée de liquidités chinoises, là, d'investisseurs chinois, tout ça, va peut-être relancer un peu le Bitcoin, tout ça, là. Donc, à voir par rapport à ça. Là, regardez, Stock Money Lisa qui souligne que on est dans une Falling Wedge Pattern, peut-être. Donc, là, peut-être, on va repartir plus bas et reviser peut-être les 25 000. Mais n'empêche que sur le moyen terme, on fait une Falling Wedge Pattern. Donc là, à court terme, on va peut-être rebaisser, revenir aux 25 000. Mais peut-être qu'après, on va se relancer. Et c'est peut-être ce qui va se passer en Chine. Hong Kong qui va ouvrir le marché, enfin, les négociations sur les cryptos, qui va peut-être faire exploser ça et faire comme le schéma du Falling Wedge Pattern. Donc on va voir, hein. Peut-être que c'est ça qui va se passer, on espère. En tout cas, regardez ici, Bitcoin, voilà, tout le monde parlera de la tendance haussière de BTC. Regardez, c'est toujours pareil. Regardez en 2015, ici, on était à ce niveau-là, là, dans la zone orange, là, ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Le croisement a fait que, bim, explosion. Ici aussi, en 2019, bim, explosion. Et là, regardez, on est pile dans ce croisement-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bim, explosion. Donc, sur le moyen long terme, on devrait aller dans les prochains mois, là, d'ici fin 2024, on devrait, fin 2023, monter un peu dans les prochains mois, là. D'ici cet été, je pense qu'on va performer. Et ensuite, voilà. Est-ce qu'on va faire comme en 2015 et être rectiligne et aller très très haut d'un coup? Ou est-ce qu'on va faire comme en 2019, monter, corriger un peu et aller plus haut? Moi, j'ai le sentiment qu'on va faire comme en 2015. Parce qu'en 2019, c'était spécial, on a eu le Covid. Donc, on commence à monter. Le Covid est arrivé et on a frontalement, on a brutalement plutôt chuté. Et ensuite, après le Covid, on a violemment rebondi. Là, je pense que là, on va directement aller chercher les 100 000 d'un coup là. Donc, préparez-vous, ça va être monstrueux. Donc, on verra. Après, je pense qu'on va aller très haut rapidement, peut-être aux 50-60K. Peut-être corriger avant le halving pour une prise de bénéfice nécessaire. Voilà, à la forte hausse qu'il va avoir. Et ensuite, vraiment aller chercher au plus de 100K et même aller chercher les 150-200K. Donc, un scénario très bullish à venir pour moi là. Voilà, hein, le scénario, toujours pareil, c'est des cycles en fait. Et là, on est dans un cycle où on va aller chercher bien plus haut. Donc on verra par rapport à tout ça. Nul ne peut savoir ce qui va se passer, mais je pense qu'on va aller chercher plus haut. Le Bitcoin qui est neutre, on va dire. Donc on était dans le vert, on était confiant. Là, on repasse dans le neutre. Donc le sentiment est un peu baissé, est descendu un peu, mais on est neutre. On n'est ni dans la peur, ni dans l'euphorie. On est pile neutre, on observe pour ce qui est du Bitcoin. Donc voilà, hein. Le président du Salvador qui dit que la vraie question n'est pas de savoir si d'autres pays vont adopter le Bitcoin, mais quand. Donc tous les pays adopteront le Bitcoin à un moment donné. La question est de savoir quand est-ce que ça va arriver. Et vous inquiétez pas que ça va arriver en tout cas. Donc voilà pour le Bitcoin. Et là, on va se tourner vers Ethereum. Le problème, Ethereum lui est un peu plus dans la difficulté. Parce que Bitcoin, même Ripple, on a un espoir. On sait où ça se dirige.
Bitcoin quand même est en train de tout exploser avec les ordinals sur les NFT. On voit que le Bitcoin, lui, va être même une réserve de valeur peut-être, voilà, par rapport à l'effondrement peut-être du système monétaire américain, tout ça. Donc pour le Bitcoin, il y a de l'espoir. Pour Ripple, il y a de l'espoir avec sa victoire sur la SEC et tout. Mais pour Ethereum, c'est un peu plus complexe. Et donc, les baleines d'Ethereum ont abandonné tous leurs avoirs. Le marché haussier peut... Est-ce que... On se pose la question, même si sur Ethereum, le marché haussier ne va pas être reporté. Et donc, Ethereum fait face à une pression de vente importante, alors que les investisseurs abandonnent activement leurs avoirs. J'ai même l'impression que les plus gros investisseurs se détournent d'Ethereum pour aller chercher refuge sur Ripple ou sur Bitcoin. Et même peut-être que Ripple surpasserait Ethereum, hein. Ethereum a beaucoup de rivaux déjà, mais c'est peut-être pas la solution, hein. Vous savez qu'il y a d'autres réseaux comme Kaspa, peut-être qu'ils prendront la place, on ne sait pas, hein, mais il faut voir. On a même Cardano, hein. Cardano qui explose, hein, en stacking, tout ça là. Le réseau de Cardano qui est très utilisé, hein, pour stacker, pour tout ça. Voilà. Alors qu'Ethereum, lui, est plutôt en souffrance. Bizarre, on verra. En tout cas, en ce qui concerne les layers 2 d'Ethereum, on a Polygon Matic, hein. Polygon Matic qui voit un nouveau partenariat avec la Deutsche Telekom qui va devenir un nœud. Donc, Deutsche Telekom, c'est l'un des plus gros opérateurs de télécommunications en Europe, hein, et voire dans le monde aussi. Et nous sommes fiers d'annoncer que Deutsche Telekom, l'une des plus grosses sociétés de télécommunications, les plus importantes et les plus prospères au monde, étant la prise en charge de l'infrastructure Polygon, en devenant l'un des 100 validateurs du réseau Polygon. Donc Polygon, qui a un réseau quand même assez centralisé, hein, même si c'est une layer de Ethereum, Polygon stack et a des validateurs. Et actuellement, c'est un peu centralisé, hein, plus que Solana et des choses comme ça, mais ils voient un acteur centralisé, en l'occurrence Deutsche Telekom, venir être validateur et venir acheter du Matic pour être validateur du réseau Polygon. Donc bon, les gros fonds arrivent, en l'occurrence ici Deutsche Telekom. Donc voilà, ici ils disent qu'ils vont stacker, et voilà, c'est une excellente chose même pour les Supernet apparemment. Nous sommes très heureux d'annoncer que nous avons un validateur sur le réseau Polygon et fournissons des services de stacking pour Polygon Supernet. Donc voilà, sur Polygon Supernet, on verra si ça marchera. Les sous-réseaux de Polygon pour l'interopérabilité. Donc on verra. L'écosystème Polygon est très convivial pour les développeurs et énorme en ressources, tout ça. Il est basé sur les sécurités, tout ça. Bon, en tout cas, Polygon qui investit énormément, qui use de ses fonds, de ses millions pour investir énormément dans le marketing ou sur les plus grosses marques. Donc attention, hein. Polygon, c'est vrai que vous voyez, les voyez beaucoup dans le hype avec toutes les marques, mais c'est eux qui financent, c'est eux qui investissent. Donc il faut voir dans les faits si ça apporte vraiment de la valeur ou pas. Donc à voir en tout cas par rapport à tout ça. Binance, lui, développe un nouveau système d'emprunt. Les traders pourront bloquer des fonds sur leur compte bancaire pour les utiliser comme collatéral sur la plateforme. Donc attention par contre à ne pas se faire liquider. Donc en fait, en gros, Binance va vous permettre de bloquer des fonds de côté pour les utiliser directement en collatéral, au cas où, en sécurité, on va dire, pour pouvoir emprunter. Donc, vous allez bloquer des fonds pour pouvoir emprunter. Donc, c'est un système qui se fait déjà, par exemple, chez Realty, là, vous pouvez vous acheter de l'immobilier tokenisé et en fait, ces fonds-là tokenisés, vous pouvez les mettre en collatéral pour emprunter encore des fonds pour réinvestir encore plus. Donc, voilà comment ça marche. Et donc, Binance qui cherche à faire pareil, là. Les ordinals de Bitcoin font sensation dans le monde, comme vous le savez. Et même Ordinals a créé un partenariat hier pour récupérer la norme ERC21 d'Ethereum et l'incorporer chez eux avec une norme BRC21 cette fois. Donc les ordinaux vont exploser pour moi à l'avenir. Et Charlotte Kinson qui vient en rapace essayer de récupérer et propose les ordinals, veut proposer que les ordinals se développent sur son réseau. Charles Kinson, le fondateur de Cardano, propose de les accueillir sur sa plateforme. Donc pour moi, ça, c'est un peu un aveu de faiblesse. Il a toujours gratté. Vous voyez, Cardano n'intéresse pas trop. Et même leur langage de smart contract n'intéresse pas beaucoup.
Et ils sont là en train de essayer de racoler ou d'essayer de grappiller les projets d'autres écosystèmes. Donc Cardano, pour moi, à voir. Ils ont SingularityNet quand même qui vont migrer sur le réseau. Mais pour moi, je pense que SingularityNet devrait aller sur BitTensor, le nouveau réseau, la nouvelle plateforme de marketplace qui propose de la puissance de calcul pour que vous puissiez proposer de l'intelligence artificielle et qui va proposer une énorme marketplace d'intelligence artificielle. Et je pense que les plus gros projets d'intelligence artificielle se créeront sur BitTensor à l'avenir. Et je pense que SingularityNet va peut-être aller voir ailleurs que chez Cardano à l'avenir. Donc attention à Cardano, hein, qui essaie de gratter les autres gros projets là, à voir. Après voilà, Cardano comme vous l'avez vu, ça explose. En termes de DeFi là, c'est en train, voilà, on va aller voir tiens. En termes de DeFi, regardez Cardano ici là, vous voyez que c'est dans le vert là. Je ne sais pas si vous voyez Cardano en 16e position, plus 13% hein, sur le mois là. Vous voyez? Alors que regardez, le reste c'est que rouge. Hein. Ethereum, moins 2. Tron, bon c'est en positif. Arbitrum quand même un petit peu. Mais regardez, hein. Solana, Phantom, Chronos, Avalanche. Regardez Avalanche, c'est terrible. Hein. Moins 16% pour Avalanche. Et dans le même temps, vous avez une bonne activité sur Cardano là. Pendant que le réseau du Bitcoin, lui, dans la DeFi, s'effondre, moins 11%. Ici, là, regardez Cardano, plus 13%. Donc Cardano, qu'est-ce qui explose principalement? Vous voyez que ça repart à la hausse. Et donc, on a des projets comme, surtout, on va dire, Liquid ou MinSwap ou Indigo qui explosent. Vous avez ADA, vous voyez? Et même, regardez, Fluid Token hein, qui explose là. C'est des projets de lending. Donc, il semblerait que les gens, quelques personnes, aillent sur le réseau Cardano et que ça prenne bien. Donc, on va voir. Est-ce que ça va relancer Cardano ou pas? À voir en tout cas. Donc voilà les amis, j'en ai fini sur ce live. Regardez Wojak. Vous connaissez tous Wojak. Regardez l'image. Wojak est en plein Wall Street. Hein. En plein Wall Street. Alors attendez. Donc excusez-moi, j'avais du son là. Regardez, Wojak qui a obtenu un écran sur le Times Square. Hein. Donc la visibilité de Wojak est très importante ici là. Vous voyez, sur le thème Matrix, The Matrix. Et Wojak, ça fait partie des derniers meme coins qui sont arrivés avec le PP Coin. Donc PP et Wojak sont deux stars d'internet. Hein. Wojak par rapport aux élections, les choses comme ça. Et là, Wojak qui a fait très fort, hein, qui est à Wall Street. Et regardez, choisissez soit la pilule verte ou la pilule rouge. Donc là, Wojak qui nous... Le sentiment quand je pense à posséder un meme coin sans panneau d'affichage à Times Square. Donc, en tout cas, Wojak qui vous conseille de choisir la pilule verte et de rentrer dans l'investissement, tout ça. Donc pas mal, hein. Pas mal, parce que ça coûte très cher hein, d'être sur des panneaux de Times Square là. Ils ont réussi à en obtenir un en tout cas. Et tous les Américains, vous savez que c'est des milliers de personnes qui traversent le Times Square chaque jour. C'est à New York, hein, c'est quand même... voilà. Et là, ces milliers d'Américains ont regardé. Voilà. Donc le trafic a été immense en tout cas. Grosse visibilité pour Wojak. Et vous voyez la star d'internet Wojak qui fait plein de caricatures. Vous voyez ici, vous avez ça. Plein de dessins. Et dans le futur, hein, dans un monde numérique, c'est les personnages comme ça, comme Pepe et Wojak, qui seront leaders du monde numérique. Et ils seront dans le métavers, ils seront un peu partout. Et même les mêmes coins chiens, le Dogecoin et des choses comme ça, dans le monde numérique, c'est eux qui leaderont Internet, tout ça là. Donc regardez, hein. Vous savez plein de dessins de façon Wojak là. Donc voilà les amis, on en reste là. Spartiate, merci hein, d'avoir pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout. On est à 1 heure encore de vidéo. Donc je clôture et je passe ça. Voilà, je mets ça sur YouTube. Et donc voilà pour l'actualité du jour. Pour retenir que la Chine pèse de plus en plus et que les cryptos peuvent se relancer grâce à la Chine. Même demain, on va voir ça. Donc voilà, guerriers, soldats, Spartiates, force à nous hein. Bon courage pour vous, quoi que vous fassiez. Et on se retrouve peut-être tout à l'heure dans une autre vidéo ou peut-être demain dans d'autres actualités. Allez, à plus!